Bonjour tout le monde. Bien heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette assemblée virtuelle citoyenne en compagnie de nul autre que Madame la mairesse de Montréal, mais aussi mairesse de Ville-Marie, Madame Valérie Plante. Bonjour Madame la mairesse. Bonsoir, Monsieur Baudry, responsable de l'habitation au comité exécutif, mais également conseiller de ville. D'abord et avant tout, en fait, conseiller de ville dans le district de Saint-Jacques, dans Ville-Marie. Je suis vraiment contente qu'on prenne du temps pour discuter puis rencontrer les gens parce que, avec la COVID, je vous regarde, parce que c'est à vous que je parle, mais avec la COVID, on peut plus aller vous voir sur le terrain pour des raisons évidentes, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous et aussi d'entendre vos questions. Alors, je sais qu'il va y avoir un bout des... On va jaser, oui. Et ensuite, on va pouvoir prendre vos questions. Puis, je voulais en profiter justement pour vous rappeler à quel point on le sait que la COVID, c'est un moment qui est difficile. Ça peut être difficile émotivement, physiquement. Oui, avec le soleil qui se couche de plus en plus tôt, là, ça va être rough, mais, Montréalais, Montréalaises, on est résilients, on est forts, puis tant mieux, ces discussions comme celle-ci peuvent aussi vous aider à comprendre certains sujets, certains enjeux, parce que je sais que le municipal, ça intéresse beaucoup les gens et c'est tant mieux. Oui, c'est la politique de proximité. Oui, absolument. Absolument. Avant qu'on commence cet échange-là, je voulais aussi souligner que nous reconnaissons être sur un territoire autochtone millénaire non cédé, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et lieu de signature du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Kanen-Guéaga, Mohawk, de son hospitalité sur ce territoire. Alors, effectivement, on va commencer par un premier échange, je dirais brise-glace, pour qu'on puisse parler entre nous, Madame la mairesse, entre nous de ce magnifique arrondissement qui est Ville-Marie, parce que vous avez le privilège d'être la première magistrate de Montréal, mais également la mairesse d'un des arrondissements, disons, les plus stratégiques, mais aussi des plus importants à Montréal, Ville-Marie. C'est un arrondissement qui a une dualité. Hein? C'est un arrondissement de destination. C'est un endroit où il y a près d'1 million de personnes qui y vivent, mais 500 000 personnes qui se déplacent chaque jour. Bon, la pandémie a ralenti un peu, mais c'est également un milieu de vie. Et dans votre engagement, quand vous êtes parti en politique, c'était vraiment, de notre parti, quand on est parti ensemble en campagne électorale, c'était vraiment quelque chose sur lequel on tablait beaucoup, Ville-Marie, milieu de vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Ville-Marie centre-ville, mais également Ville-Marie milieu de vie? Je trouve que c'est vraiment une très bonne question parce que c'est vrai, Ville-Marie, c'est plein d'identités différentes. Mais Ville-Marie, comme tu viens si bien de le dire, c'est un endroit qui est très, très habité. On a la chance d'avoir un centre-ville habité. Même présentement, en période de crise à cause de la COVID, moi, je vois la différence avec une ville comme Toronto, où le centre est essentiellement des tours à bureaux, des sièges sociaux. Il n'y a pas beaucoup de monde qui habite là. Alors que nous, l'arrondissement de Ville-Marie, on a une population importante. Ça fait qu'on est plus résilient, comme présentement pendant la période de crise, où ce n'est pas tout l'arrondissement pour qui c'est difficile, c'est beaucoup le centre-ville, mais en même temps, ça amène des défis. Puis, une des raisons qui m'a motivée à aller en politique, c'était justement le fait que tout le centre-sud, dans l'est de Ville-Marie, mais également, je dirais, le centre et l'ouest, où il y a beaucoup d'habitations, où beaucoup de gens qui habitent. Souvent, ce que j'entendais, c'est qu'on ne se sent pas en sécurité de marcher ou même les enfants d'aller en vélo au parc. On veut des espaces verts, on veut des infrastructures sportives. On veut vraiment avoir tous les avantages comme tous les autres citoyens dans d'autres quartiers. Et je dirais que la mobilité, et ça, je pense qu'on va en parler, c'est un gros enjeu parce que qui dit centre dit on s'ira. Et tu disais si bien, hein, qui se remplit, qui se vide quand même de presque 500 000 personnes. Mais quand on doit faire cohabiter sécurité et tous ces véhicules qui entrent, et camions et autres, c'est tout un défi. Effectivement, comment on fait ça? Parce que vous en avez parlé, les camions, l'enjeu de sécurité, l'enjeu de cohabitation, le fait d'avoir des infrastructures plus confortables aussi pour autant les piétons, les cyclistes, les voitures. Ça a été vraiment un pan important de notre campagne, mais également de toute notre première partie de mandat, même les 3 premières années de mandat. La mobilité, c'est quoi la vision à long terme pour transformer la mobilité dans Ville-Marie? Oui. Bien, moi, le principe qui m'aide à prendre les décisions, puis pour notre équipe, c'est la même chose, c'est vision zéro.
C'est-à-dire que pour moi, dans les rues, dans l'espace public, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde, mais tout le monde doit être en sécurité. Ce n'est pas seulement les cyclistes qui doivent se sentir en sécurité, les piétons ou encore les automobilistes qui, on le sait, nécessairement sont dans une voiture, donc sont les mieux protégés. Il faut toujours penser aux plus vulnérables. Et de là, l'importance de dire, OK, il y a un réseau autoroutier. Comment est-ce qu'on s'assure que certains axes, comme je pense à Maisonneuve où on roule, mais on peut y marcher de façon sécuritaire et on peut y rouler d'est en ouest en vélo. Donc, c'est vraiment cette réflexion autour des usages et de ne pas systématiquement laisser tomber certains usagers au détriment des autres. Mais ça passe aussi par des petits gestes. Je pense entre autres aux saillies. Les saillies de trottoir, pour ceux qui nous écoutent, qui disent que c'est ça une saillie, dans notre petit jargon, une saillie, c'est comme une avancée de trottoir qu'on profite pour fleurir, entre autres. Ce qui fait que le temps de traverse est plus court, donc pour peut-être une personne aînée, un enfant, un parent qui pousse une poussette ou une personne qui est en fauteuil roulant, la distance à traverser est plus courte. Puis en plus, on vient verdir et Dieu seul sait que dans le centre-ville, des îlots de chaleur, il y en a. Alors, on en a fait plus d'une centaine depuis qu'on est arrivé au pouvoir. Des saillies? Et des saillies, oui, exactement. Et ça, même chose autour des écoles. On a mis 25 millions pour pouvoir sécuriser autour des écoles parce qu'on le sait. Une école, ça attire souvent un centre communautaire, un parc, une garderie. C'est des milieux de vie. Alors, quand on sécurise avec des dos d'âne, des saillies de trottoir, des passages piétons, on contribue à toute une communauté, pas juste aux élèves, par exemple, mais à toute une communauté. Non, absolument, et ça se planifie. Absolument. Ça se planifie la mobilité dans l'arrondissement Ville-Marie. On pense, par exemple, au plan local de déplacement, qui est un autre élément fort. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus sur le plan local de déplacement? Oui, parce que c'est un plan local de déplacement. La force à Ville-Marie, c'est que c'est les citoyens qui sont venus frapper à la porte des élus. Moi, j'étais conseillère, je n'étais pas mairesse encore. Et ils sont venus nous voir puis on dit, nous aussi, piétons et cyclistes et tout usager, on veut un plan local de déplacement. Alors, c'est une grande étude qu'on a fait faire. Ça a pris du temps, mais on a réussi à en avoir une qui met justement la notion de sécurité qui est le premier critère. Alors, on pense encore une fois à tous les usages, à tous les accès, mais avec c'est plus qu'une exigence, comment on dit ça? On ne négocie pas là-dessus, on veut mettre la sécurité. C'est sûr que des fois, on aimerait ça que ça aille plus vite, mais ça demande une planification. À chaque fois qu'on fait une intersection ou une rue, qu'on refait une rue, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux quand en la réparant, cette rue-là? Alors, ça prend du temps. Mais je pense que c'est un plan local de déplacement, c'est comme une feuille de route pour rendre notre arrondissement plus sécuritaire pour tous. Pour éviter de ne pas refaire à l'identique, comme vous dites si bien souvent, et qui devrait nous diriger dans la plupart de nos actions. Bien, pour la planification, j'aurais envie de vous amener sur un autre élément qui est fort aussi de notre politique dans l'arrondissement Ville-Marie. C'est un autre bébite qu'on a des fois de la misère à comprendre c'est quoi, mais le PPU des Faubourgs, qui est un grand projet de planification pour le secteur des Faubourgs. L'acronyme, c'est pour... Plan particulier d'urbanisme. Bravo, j'attends le troisième. Donc, qu'est-ce que ça, le PPU des Faubourgs et plus particulièrement des Faubourgs? Bien, voilà un autre élément qui m'a beaucoup motivée pendant mon premier mandat de conseillère de ville dans Ville-Marie. Je voyais qu'on planifiait beaucoup le centre-sud, le quartier, le village gay, le faubourg Amelas. C'était un peu fait à la va comme je te pousse. En fonction des projets, mais il n'y avait pas de planification globale. Oui, exactement. Puis ce qui est le fun d'un PPU, pourquoi c'est si important? C'est un outil de planification urbaine, mais qu'on fait avec les gens, avec les groupes. Puis les groupes, c'est tout azimut. Ça peut être des groupes de défense de piétons, ça peut être des entreprises, ça peut être des sociétés de développement commercial. C'est plein de monde. Et donc, ça donne une perspective, parce que nous, les élus, on comprend certains besoins. Il y a des gens qui nous parlent. Il y a bien des gens, des fois, qui ne nous parlent pas ou qui ont des super bonnes idées. Alors là, tout le monde peut comme prendre des lunettes puis regarder, focusser sur une partie d'arrondissement, de dire, hey, voilà comment on veut c'est quoi notre vision pour ce quartier-là? Alors, le PPU des Faubourgs, on en est très fiers. Oui, parce que c'est des propositions, comme vous dites, qui viennent de la population
du milieu communautaire, donc mené par l'OCPM. Voilà. Alors, c'est où est-ce que seront nos nouveaux parcs, quel type de développement on veut, les hauteurs, les densités. Donc, vraiment. Je vais rester dans le temps. Je pense que c'est important que les gens le sachent, c'est que c'est un genre d'exercice qui est voté en conseil d'arrondissement, en conseil de ville. Et après ça, si pour X raison, quelqu'un dit non, non, moi, là, ce projet-là, là, on va faire une tour, là. Non, ça ne marche pas. Il y a eu une démarche. Absolument, absolument. On a entendu les citoyens et citoyennes. Donc, on planifie pour la mobilité, on planifie pour le développement, mais actuellement, on ne peut pas en faire abstraction dans une conversation à l'heure actuelle. On vit quand même des situations très, très difficiles partout dans le monde avec la COVID. Et on doit penser à demain. Donc, on planifie pour demain, mais on doit aussi penser à cette relance parce que Ville-Marie, c'est aussi énormément de commerce de proximité, de petites entreprises, du commerce sur rue, du dynamisme qui fait l'identité. Vous avez parlé du village, c'est un exemple, mais on parlait de la Ontario aussi qui se développe. C'est quoi votre plan en tant que mairesse pour la relance économique du centre-ville? Ça aussi, c'est une bonne question. Puis on le sent que les gens, on n'en parle plus que jamais du centre-ville parce que, étant donné que c'est un endroit qui d'habitude respire, se développe en fonction des gens qui rentrent et qui sortent. Je pense entre autres aux étudiants étrangers, aux travailleurs, travailleuses dans les tours à bureaux, au tourisme, aux festivaliers. Écoute, c'est les gens qui viennent dans les hôtels pour le Palais des Congrès. Donc, et là, tout d'un coup, on n'a plus ça. Et là, je pense qu'on nous envoie un message que quelqu'un doit changer. Excusez-moi, c'est mon micro qui ne fonctionnait pas. Voilà. C'est vrai. Donc, c'est ça. On disait pour le centre-ville, donc présentement, il n'y a pas tous ces gens qui viennent, entre autres, consommer. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le centre-ville de Montréal fait partie de l'écosystème de l'économie québécoise et canadienne. Les centres-villes sont très, très, très importants. On a beaucoup de sièges sociaux et tout ça. Donc, l'idée ici, c'est d'une part, pour le commerce, d'inciter les gens à venir magasiner. La période des fêtes en est une qui est importante d'habitude, mais là, elle est cruciale. Moi, j'invite tout le monde à venir magasiner sur leur artère commerciale locale, venez sur la Sainte-Catherine. La rue Sainte-Catherine va être terminée, mais en plus, on a mis en place des éléments pour faciliter la vie. Je pense entre autres au stationnement gratuit, les heures d'ouverture qui sont prolongées. Allez voir sur le site Internet de votre magasin préféré, évidemment. Sinon, il y a beaucoup de stationnement tout autour également. Il va y avoir de l'animation. Donc, on est vraiment dans cet esprit-là. Ça, c'est pour Noël. Mais sinon, moi, le travail que je fais en ce moment, c'est de convaincre le gouvernement supérieur, dont le gouvernement fédéral, à venir donner, injecter de l'argent spécifiquement dans le centre-ville, le voir comme un secteur d'activité. Par exemple, il y a l'aérospatial, l'intelligence artificielle, bien, il y a le centre-ville, qui est un petit écosystème et qu'il faut pouvoir soutenir. Parce que ce qu'on se rend compte pendant la COVID, c'est que les petits commerces dans les quartiers vivent, en fait, vont pas mal bien. Mon exemple, c'est de dire que la boulangerie qui avant vendait dans Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, vendait du pain le matin puis l'après-midi, en fin de journée. Mais là, les gens travaillent à la maison, fait qu'ils vendent du pain toute la journée. Alors, c'est bon pour les quartiers. On est content. On est content pour le boulanger de MHM, mais on veut aussi être content pour nos commerçants. Puis éventuellement, on se croise les doigts pour les restaurateurs et les bars, évidemment. Absolument, c'est une identité de Montréal. Absolument. De foodies. Ah oui, tout à fait. On pense au quartier latin, par exemple, avec tous ces bars qui sont là, très dynamiques. Absolument. On veut pouvoir passer à travers cette crise-là avec eux, les aider à passer à travers cette crise. Vous parlez beaucoup dans vos discours sur la relance. Il y a un terme que vous utilisez, une phrase particulièrement qui m'a marqué et qu'on entend de plus en plus à des reprises, c'est oui, la relance, mais ne laisser personne. En ne laissant personne derrière. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et surtout pour Ville-Marie où on sait l'actualité des enjeux, richesse, pauvreté, qui se côtoient au quotidien. Mais pour vous, qu'est-ce que ça veut dire une relance en laissant personne derrière? Bien, en temps normal, il y a différentes personnes qui sont issues de différents groupes socio-économiques ou à cause de leur statut, ont peut-être moins de ressources ou autres. Mais dans un temps de crise, c'est toujours les personnes les plus vulnérables qui en souffrent encore davantage. Et donc, ne laisser personne derrière, c'est de tout de suite mettre les éléments en place pour une relance qui se veut, moi je dis verte et inclusive, oui. On a un problème. C'est ça, je vais pouvoir
Alors, show must go on, comme disait Freddie Mercury. Désolé pour ce petit problème technique qui est contre notre plein gré. Madame la mairesse, on était dans un sujet hyper important, Oui. autant pour vous, pour moi, que pour la plupart des gens qui nous écoutent aussi. L'enjeu de ne laisser personne derrière dans une relance économique. Donc, on parlait de l'arrondissement qui est un arrondissement de richesse, mais également de pauvreté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une relance juste, une relance équitable? Donc, ce que je disais, en fait, j'ai envie de l'amener ailleurs, puis vous dire que dans chaque chef d'un parti là, a sa couleur, évidemment. Et moi, ce qui m'a toujours motivée dans la vie, c'est justement cette idée de il ne faut pas laisser personne derrière dans les décisions qu'on prend de façon générale. Alors, nécessairement, dans une crise comme celle-ci, c'était évident pour moi qu'il fallait s'assurer que les plus vulnérables ne soient pas laissés derrière. Et on l'a vu dans la première vague, entre autres, c'était les personnes en situation d'itinérance. On a décidé d'être très proactifs. Même chose pour les HLM, les banques alimentaires. On a porté main forte, on s'est déployé. Et le on ici, c'est les élus, mais je dois dire que c'est beaucoup les employés de la Ville de Montréal que je salue, que je remercie pour leur travail. Qui ont fait du bénévolat pour les groupes. Là, absolument. Ouais, alors, quand on pense à la relance économique, moi, je dis, bien, pensons-y avec en tête quels sont les besoins. Et on le sait que la précarité a augmenté avec la COVID. Alors, pour moi, une relance économique verte et inclusive, le mot inclusif, à ce moment-là, ça inclut l'habitation, autant pour les personnes en situation d'itinérance, mais les personnes de la classe moyenne qui n'arrivent pas à se loger, parce qu'on le voit de plus en plus. Et moi, ça me brise le cœur que des familles qui souhaitent rester à Montréal doivent partir. C'est aussi toute la question de l'emploi. Moi, je suis très préoccupée par la disparité de genre, même dans les investissements qui vont être faits pour le retour à l'emploi ou d'avoir de bons emplois. Il faut garder ça en tête parce qu'en général, c'est ceux qui sont en bas de l'échelle qui en souffrent le plus. Ah, absolument. Et le centre-ville de Montréal, je veux dire, je pense, un échantillon où effectivement, on a la plus grande concentration d'organismes qui travaillent en itinérance au Québec. Ces besoins-là sont grandissants année après année. Il y a un autre enjeu sur lequel, qui est très important et sur lequel on vous entend beaucoup parler depuis le début de votre mandat, c'est l'enjeu de la transition écologique. On parle de relance économique, on reparle de relance économique juste, mais est-ce qu'on peut poursuivre dans une optique de COVID le travail que vous aviez entrepris, cette grande mobilisation? On a vu les Montréalais, Montréalaises se mobiliser. Comment ça se traduit et comment ça s'inscrit dans cette relance économique-là? Et plus précisément, dans Ville-Marie, comment les gestes concrets que les citoyens peuvent voir, observer, qui vont dans le sens de la transition écologique? Oui, c'est vrai que dans des périodes difficiles, des fois, on dit « Ah, ben coudonc, l'environnement, ça viendra après la relance économique. » Mais on ne doit pas faire cette erreur-là. On le fait par le passé, puis on a vu où ça nous menait. On a de moins de temps, si je peux dire, pour agir de façon concrète. Donc, nous, on a un plan climat très pertinent, très fort qu'on va présenter bientôt. C'est quoi le plan climat? C'est la feuille de route étape par étape pour se rendre à notre objectif de réduire de 55 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est très ambitieux, mais on peut y arriver. Ça touche l'habitation, la collecte de déchets, les matières recyclables, ça touche le gaspillage alimentaire, vestimentaire, le plastique et également tout ce qui touche notre territoire, les espaces verts, planter des arbres, acheter plus de terrain, les préserver, en faire des grands parcs parce que non seulement des parcs, on le sait, là, c'est bon pour le moral, on en a besoin, mais c'est aussi une belle façon de préserver notre territoire parce qu'après tout, Montréal, c'est une île. Oui, tout à fait. Et le centre-ville, justement, ces espaces verts-là qu'on a tant besoin, parce qu'on peut dire, bon, au centre-ville, on a la montagne, mais il y a énormément de pression actuellement sur la montagne, encore plus avec le COVID, parce que c'est un actif vert métropolitain. Mais pour les résidents du centre-ville de Montréal, au niveau des espaces verts, par exemple, au niveau du quartier des spectacles, Espace 66, est-ce que vous pourriez nous parler peut-être un peu plus de ce projet-là en particulier? Parce que je pense que les gens vont dire, qu'est-ce que c'est ça, l'espace 66? Oui, c'est ça. C'est son petit nom, c'est son petit numéro. Éventuellement, il changera de nom. L'espace 66, c'est le stationnement qu'on a décidé de transformer en parc pour compenser l'espace, le parc Domtar, auquel les gens étaient tellement attachés, avec raison. Parce qu'on l'oublie, mais le centre-ville de Montréal, mais même le centre-sud, il y a beaucoup, c'est très minéral, beaucoup de béton. Et quand il y a des vagues de chaleur, parce qu'on l'a oublié, mais on a eu une vague de chaleur, il n'y a pas plus, dans le début de notre mandat, où il y a près de 60 personnes qui sont décédées.
Et nécessairement, ça frappe plus fort, c'est le cas de le dire, dans les endroits où ça manque d'espace vert. Alors, l'espace 66, c'est un très bel exemple. Dans le quartier des spectacles, on l'aime, notre place des festivals, mais ce n'est pas l'endroit le plus vert pour des raisons évidentes. C'est pas regarder des shows. Tout à fait. Mais il faut du vert autour et l'espace 66, on a bien hâte de le présenter. Même chose pour l'avenue McGill. Oui. Les gens ont été très enthousiastes. Oh, ça va être beau avec la petite rivière et tout ça. Encore une fois, comment est-ce qu'on fait un parc signature, l'avenue McGill, wow, la vue sur la montagne, mais en même temps qu'on crée un peu comme une forêt urbaine. Je pense que, et avoir la réaction positive, on sent que les gens ont envie peut-être un peu de s'éloigner du parc un peu à la Versailles. Là. Oui, tout à fait. Et de se rapprocher d'un parc, justement, à la Homestead comme plus le naturel, Mont-Royal. plus naturel, plus organique. Oui, tout à fait. Et ça, c'est sans compter les nombreux parcs qu'on a. Puis là, c'est le conseiller de ville qui parle, mais les nombreux parcs locaux dans lesquels on est intervenu dans le courant des 3 dernières années, en rajoutant également toujours plus de verdissement. Je pense que et je parle pour moi, mais également pour vous, là, c'est une ambition qu'on a à chaque fois qu'on refait quelque chose, c'est tous ces espaces minéralisés-là, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on peut les transformer en espaces verts? Donc, ça a été notre politique là, des 3 dernières années et on compte bien le continuer. Madame la mairesse, on va passer maintenant à la question du public. Il y a des citoyennes et citoyens de Montréal, de Ville-Marie, du centre-ville qui nous ont posé plusieurs questions. Alors, il y a certaines questions que je poserai moi-même, d'autres questions qui seront posées directement par les citoyens. Donc, la première question qui a été posée par écrit par M. Jean Ouellet, qui était « Comment se portent les finances de la Ville suite à l'aide reçue du gouvernement provincial? » Une excellente question. Bien oui, une très bonne question. Bien, je dirais que là, on a un répit. On a reçu de l'Oxygène de Québec. Le travail que j'ai fait d'aller négocier, de rapporter les préoccupations, entre autres parce que Montréal a été la ville la plus durement touchée. On est le cœur économique, donc il fallait de l'aide. Alors, on a reçu 263 millions de dollars. C'est 1/3 de l'enveloppe totale pour le Québec. J'en suis extrêmement satisfaite, très fière de mon travail, mais aussi de tout le comité économique qui a travaillé avec moi. Et cette somme-là va nous aider à balancer notre budget parce qu'évidemment, il faut balancer. Alors, en date du 31 août, on parlait d'un déficit anticipé entre 109 et 129 millions. Donc, je pense qu'on va être capable on va y arriver. En plus, ça nous a permis, on le souhaitait en amont, mais disons que ça nous a permis de réaliser un souhait qui était celui de geler les taxes municipales cette année de la Ville-Centre parce qu'on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever du poids? Mais évidemment, donc les finances de la Ville vont bien, puis on va continuer à faire des programmes d'appoint comme on le fait depuis le début. Déjà, pour le développement économique, c'est 22 millions qu'on a mis au printemps, 6 millions pour le centre-ville, stationnement et tout ça. Donc, chaque occasion, là, on soulève chaque pierre pour trouver des façons d'améliorer le quotidien parce que les services aux citoyens, c'est fondamental. Donc, il faut avoir un bon budget, mais tout en s'occupant de la neige, des poubelles, des parcs, toutes les choses qui font que la qualité de vie des Montréalais, elle est belle et qu'on doit toujours l'améliorer, évidemment. C'est parfait. C'est génial. Pas de business as usual. On est dans la relance. C'est ça, exactement. Excellent. Question 2, qui est aussi posée par écrit par Mme Cynthia Saint-Denis. Il y a beaucoup de grands magasins dans le centre-ville. Il y a beaucoup de petites entreprises qui traversent actuellement une période difficile avec la crise. Comment comptez-vous les aider à traverser cette période? Donc, les petites entreprises qui en arrachent, comme on a dit tout à l'heure. C'est quoi le plan de match? Bien là, on sait que le commerce de détail va un petit peu mieux parce qu'au moins, ils sont ouverts. Hein? Les restaurants, les bars, là, c'est terrible en ce moment. Donc, tantôt, je venais juste de dire le 22 millions qu'on a mis de l'avant. Ça, c'est de l'argent à même le budget avec de l'aide directe, c'est-à-dire les aider à, par exemple, mettre en place un service de livraison parce qu'il y avait plein de petits commerces qui comptaient sur leur clientèle qui venait les voir. Mais là, il faut soit livrer ou encore avoir un site Internet prêt à prendre des commandes, des petites choses comme ça. Parce que pour les sites Internet, les gens ne savent pas, mais c'est au Québec où il y a le moins d'entreprises qui font du commerce électronique au pays. Tout à fait. Alors, si on veut être compétitif, il faut se mettre sur la map. C'est le cas de le dire. Il faut concurrencer les Amazones de ce monde. Oui, tout à fait. Mais ce que j'aimerais dire je pense que c'était Mme Saint-Denis. Oui, c'est ça. Mme Saint-Denis, il faut quand même que je vous dise que malgré les millions qu'on met, 22 millions, c'est vraiment pas rien. On est rendu à même un peu plus, peut-être près de 30 millions.
on ne pourra pas y arriver tout seul. Il faut vraiment que le provincial et le fédéral viennent nous aider avec des mesures spécifiques. Par exemple, on sait que le milieu hôtelier ou encore les restaurants, c'est difficile. Donc, il faut de l'aide ciblée. Il y en a, mais il faut continuer comme ça. Même chose pour de l'aide fédérale, parce qu'eux ont les moyens. Ils ont vraiment... puis eux, ils peuvent s'endetter, si je peux me permettre, chose que la Ville de Montréal ne peut pas faire. Oui, mais nous, on a l'agilité Oui, d'agir sur le terrain. Et eux, eux, ils ont l'argent. ils ont l'argent pour nous permettre d'avoir l'agilité. Ensuite, une question qui va être posée par Mme Nicole Turcotte. Donc, Mme Turcotte va nous poser la question directement. On vous écoute, Mme Turcotte? Vous m'entendez? Bonjour. Oui, on vous entend bien. Oui, on vous entend parfait. bien. Ma question pour vous est la suivante. J'aimerais juste savoir quelles mesures concrètes Projet Montréal mettra en place pour protéger nos quartiers, Ville-Marie et le reste de Montréal, de la spéculation des promoteurs d'immobilier. Et également protéger les locataires des augmentations de loyers et les manques de logements qui suivent. Merci beaucoup, Mme Turcotte, pour votre question. Elle est super pertinente. À Montréal, on est plus de 50 de la population qui est locataire. C'est énorme. Donc, le parc locatif, il faut le protéger. Donc, il y a différentes façons d'y arriver. Par exemple, dans Ville-Marie, on a décidé de s'attaquer à tout ce qui touche les rénovictions. Parce qu'on s'est rendu compte que des fois, à travers des rénovations, et je ne suis pas en train de dire que tous ceux et celles, les propriétaires qui font des rénovations veulent abuser de la situation, mais on s'est quand même rendu compte qu'il y en avait des abus, ça mettait des familles, des gens à la porte. Il y a aussi le phénomène, donc avec des règlements qui sont plus restreignants, là, contraignants, où est-ce qu'ils doivent avoir des preuves pour s'assurer et nous donner plus de détails. Ce n'est pas juste comme, OK, moi, je prends les 3 étages, merci, ciao. Non, non, non. Il faut avoir de l'information pour avoir son contrat, pour pouvoir, son permis pour faire ces rénovations. Sinon, un autre élément que j'aimerais vous dire, c'est le règlement qu'on va bientôt adopter qui s'appelle le 20-20-20. C'est le règlement sur une métropole inclusive. Ça, c'est vraiment important parce que la Ville ne peut pas imposer des prix, topper des prix au niveau du marché immobilier. Mais ce que je peux faire, par exemple, c'est d'amener les promoteurs à s'impliquer dans le développement, oui, de logement social, mais de logement abordable. Abordable, c'est pour les familles, c'est pour la classe moyenne. Ça peut être des coopératives, ça peut être des condos moins chers, ça pourrait être des maisons unifamiliales. Alors, on les amène, on les attire dans la discussion parce que ça ne peut pas seulement être la responsabilité des organismes communautaires ou encore de la Ville. On n'a pas les moyens. Donc, le règlement 20-20-20 qu'on va adopter en 2021 va nous permettre de planifier à moyen et long terme, s'assurer que dans Ville-Marie, il n'y a pas juste une catégorie de monde qui peut l'habiter, mais plein de monde. La mixité, là, il faut la protéger. Oui, j'aurais le goût peut-être d'ajouter là-dessus aussi à plus grand niveau, là, au niveau de tout Montréal. Vous avez vu que notre administration a mis quand même des sommes considérables pour l'acquisition de terrain en vue du développement du logement social. Mais ça, c'est de la planification pour demain aussi. On a un budget de 50 millions pour l'acquisition de ce terrain-là. On a déposé des droits de préemption qui nous permettent d'acquérir des terrains quand ils se vendent, justement pour les sortir d'une logique de marché. Donc, cette planification-là de la Ville va nous permettre justement d'éviter que demain matin, il y ait des grands ensembles dans des secteurs qui sont en développement. Ville-Marie en est un, puis il y a des terrains qui sont en droit de préemption dans Ville-Marie qui tombent dans une logique marchande. Et après, vous pourriez peut-être parler aussi de Molson, la stratégie de négociation avec Molson, où on a planifié également l'inclusion de logement social, logement abordable. Je pense que ce qu'on essaie d'amener, c'est vraiment de travailler avec les promoteurs, les constructeurs, pour plus que ça soit chacun de notre côté. Puis le site de la Molson. Vous habitez dans quel coin, Mme Turcotte? Ah, on a-tu perdu Mme Turcotte? Oui. Nicole! Salut, je suis là. C'est mon premier Zoom, alors c'est pas... Good job! En fait, j'habitais sur Peel pour des années, puis maintenant, je suis rendue en Rosemont, la petite patrie. Alors, j'ai une affinité pour la centre-ville parce que j'ai passé mes premières années de Montréal en centre-ville. Puis j'ai travaillé au centre-ville, puis maintenant, je suis rendue à Rosemont où il y a de développement intense qui se passe en ce moment. Mais je pense que Peel, je pense que c'est un bon endroit pour expliquer peut-être
on essaie de faire, c'est un peu le contre-exemple du développement de Griffintown. J'aime beaucoup le quartier de Griffintown, le canal, tout ça, c'est super. Mais c'est un développement qui a été laissé aux promoteurs sans qu'il y ait de discussion, sans qu'il y ait d'obligation, sans qu'ils soient partie prenante. Et pour moi, ça, c'est dommage parce que non seulement il n'y a pas beaucoup de logements sociaux, mais on le doit en faire après, mais en plus, il n'y a pas de parc et pas d'école. Ce qui est tout à fait différent, par exemple, du site de la Molson sur le bord de l'eau, où on a négocié que le bord de l'eau, ça va rester public, il va y avoir du logement social, une école, un grand parc, mais il faut être prêt à sortir de la logique que, coudonc, c'est les promoteurs qui développent, puis il n'y a rien qu'on peut faire. Il faut entrer dans cette discussion-là, puis pour ça, il faut avoir des outils législatifs. Et on s'en donne. Merci beaucoup, Mme Turcotte. Merci à vous. Maintenant, nous avons une autre question posée par Mme Caroline Lapensée-Savaria. Mme Lapensée-Savaria? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? OK. On vous entend très bien. OK, merci. Moi, la question, c'est, il y a quelques années, il y avait eu une manifestation devant l'Hôtel de Ville de Montréal concernant une liste de logements accessibles et adaptables qui seraient aussi des logements sociaux, des coops et qui pousseraient, comment que je vous dirais, éviter des coûts comme supplémentaires. Parce qu'exemple, si moi je déménage, mon propriétaire il ne trouve pas un locataire, exemple en situation de handicap, mais il va tout démolir. Mais si après ça, 5 ans après, il y a quelqu'un qui vient, puis là, il faut tout qu'il réadapte, ben, on s'entend que là, c'est les coûts du programme PAD encore une fois. Fait que on se demandait, parce que ça fait une couple d'années de ça, je pense que c'était au début de votre premier mandat, puis justement, on nous avait dit que oui, il y aurait une liste à un moment donné, mais là, on n'entend plus parler de ça, de cette liste-là, parce que souvent, certaines personnes ont été au déménagement, soit parce que le coût des loyers a augmenté, soit parce que la situation de la personne a changé. Fait qu'on se demande tout le temps où trouver un logement accessible. On essaye de se faire passer ça sur Facebook ou des trucs de même, mais c'est pas tout le monde qui a Facebook non plus. Fait que c'est ça, on se demandait qu'est-ce qu'il y en était avec cette liste-là pour la faire circuler ou je sais pas. Bien, écoutez, Mme Lapensée-Savaria, je vous remercie parce que puis je me rappelle qu'on a déjà eu cette discussion-là, effectivement. Dites-moi si je comprends bien, mais vous êtes là dans un logement qui a été adapté pour différentes choses, peut-être un fauteuil roulant ou autre chose, là, et finalement, vous quittez. Mais s'il n'y a pas comme une liste ou un bon suivi, peut-être que le locataire, le propriétaire va louer quelqu'un d'autre pour qui ce n'est pas sa situation. Il réarrange les affaires, puis dans le fond, on perd un peu les investissements, puis en plus, on perd un logement qui a été adapté. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Okay. Cool. Je vais laisser Robert répondre parce qu'en plus, on est chanceux parce qu'on a le responsable de l'habitation. Alors, je change de chapeau. Oui, on change de chapeau. Oui, bien, par rapport à l'habitation, effectivement, vous avez parlé tantôt du programme PAD. C'est un programme qu'on est venu simplifier justement pour permettre qu'il y en ait plus. Déjà, de un, là, je pense que la première des choses, c'est de s'assurer qu'on ait plus d'offres sur le marché privé et même public là, de logements adaptés. Et le fait que le PAD, maintenant, on a doublé les fonds là, qui sont disponibles pour faire les adaptations, les propriétaires sont plus enclins à le faire. Ensuite, au niveau du logement social, on est en train de faire la révision dans Accès Logis. Ça, c'est sur le nombre qui serait disponible là, à la population qui sont en situation de handicap. Au niveau de la liste, la complexité qu'on a à ce sens-là, c'est que bien souvent, un appartement qui va être adapté pour une personne qui a un handicap X ne sera pas nécessairement adapté pour une autre personne qui a un handicap Y. Donc, ce n'est pas si évident que ça de garder un suivi. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est que dans le milieu privé, on peut les encourager à faire appel, justement, puis c'est dans tout le volet communication, quand on arrive avec le programme PAD où on vient financer les adaptations, on peut les encourager à faire
affaire avec les organismes qui travaillent en accessibilité pour les informer si à un moment donné, bon, il y a un locataire qui venait qu'à quitter puis que l'appartement soit adapté pour une personne de petite taille, mais peut-être qu'il y a une autre personne de petite taille qui pourrait prendre sa place, mais on ne peut les obliger ou faire assurer le suivi de la liste. On peut le faire, par contre, au niveau des groupes avec lesquels on travaille dans le milieu social. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire de plus en plus, mais il n'y a pas de liste à proprement parler parce que sa gestion au quotidien serait très, très lourde. Donc, on encourage les groupes qui le font déjà, soit dit en passant, les groupes qui sont propriétaires de logements sociaux adaptés à faire cette continuité. Dans le privé, là, il y a encore des étapes à franchir, mais on encourage les propriétaires privés à le faire. Et quand on vient faire les interventions, quand on vient financer, on les encourage à les garder parce qu'on le sait, souvent les personnes qui sont en situation de handicap sont dans les meilleurs propriétaires. Ils payent à temps, ils restent longtemps. Ouais. Les meilleurs locataires, pardon. Les propriétaires aiment ça. Ce qu'on pourra faire, Madame La Pensée Savaria, on pourra, d'après moi, on a vos coordonnées, puis on demandera à la responsable de toute la question de l'accessibilité universelle, Madame Goulet, de communiquer avec vous aussi. Merci, bonne soirée. Merci pour votre question. Merci. Merci. Donc, une autre question qui nous sera posée, cette fois-ci par M. Serge Bagnac. M. Bagnac? La parole est à vous. Oui, allô? Bonsoir, Madame Plante, ça va? Oui, on vous entend. Oui, bonsoir. Mais comment je vois tout le temps, je ne dirais pas que tout le temps, si je me rappelle bien de votre campagne et je pense que le point central de votre campagne était axé sur la mobilité. Si nous regardons 3 ans après, et je pense que vous avez un peu suivi le reportage de Radio-Canada un peu qui faisait le bilan, qui n'était pas très élogieux. Moi, j'ai bien envie de vous demander quel est le bilan un peu, quel est le bilan de cette mobilité qui était le point central de votre campagne à Montréal et pourquoi pas dans Ville-Marie. Merci, Madame Plante. Merci beaucoup pour votre question. Bien, écoutez, je ne sais pas si c'est concernant le bilan mobilité, mais moi, je trouvais que 50 des promesses tenues, puis avec ça, on ajoute celles en cours ou en voie d'être terminées, on monte à 69 % En plus qu'on a eu une COVID, là, moi, honnêtement, considérant notre programme ambitieux, moi, je suis très fière de ce qu'on a accompli. Mais il nous reste encore 1 an, on n'a pas fini. Mais pour la mobilité, c'est vrai que je ne vous cacherai pas, ça ne va pas aussi vite que je voudrais. La mobilité, pour moi, c'est plusieurs usagers. Ça, je veux quand même le mentionner. Au niveau des automobilistes, les nombreux chantiers, ça a été difficile. Je suis contente parce que l'escouade mobilité, non seulement c'est une mesure, une escouade qui a été applaudie, qui s'est déployée au début dans Ville-Marie. Après ça, 3 arrondissements, 6 arrondissements. Donc, on va de plus en plus loin. Et c'est près de 24 000 interventions qui ont été faites depuis qu'on a mis l'escouade mobilité en place en 2018. On ne les voit pas, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'interventions qui sont faites. Maintenant, pour ce qui est de la mobilité, que ce soit piéton ou cycliste, c'est une question beaucoup de sécurité. Et là-dessus, moi, je suis pas mal fière. Parce qu'à chaque fois qu'on refait une rue, on pense à refaire soit des trottoirs plus grands, ou en tout cas, on a cette réflexion-là. La rue Sainte-Catherine en est un bon exemple. On est arrivé, le plan de réaménagement était à l'identique, alors que si on va sur Sainte-Catherine, bon, on est dans la COVID, mais avant COVID et après COVID, il y a du monde, les piétons se marchent dessus, il fallait faire quelque chose. Et le dernier élément que j'ai envie de vous dire, c'est qu'au niveau de la mobilité, et je pense du transport collectif, c'est pas rien. Début du mandat, 300 autobus. À cause de la COVID, ils arrivent tranquillement, mais à terme, ils seront là. Et je ne sais pas si on réalise qu'on a quand même un tronçon de la ligne rose qui est dans le plan d'investissement du gouvernement du Québec. Puis ça ne fait pas 10 ans ou 15 ans qu'on en parle, là. Ça fait quoi? 2 ans? 3, mettons 3. Alors, moi, je suis vraiment fière de tout ce qui a été fait. En plus, il y a le REM qui s'en vient. Moi, je travaille sur le REM de l'Est également pour voir comment ça pourrait se réaliser. Et dernière petite chose avec laquelle je suis très fière, c'est la voie réservée sur Papineau. Avant la COVID, le nombre d'usagers a doublé. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de déplacer le plus grand nombre de monde. Ce n'est pas déplacer le plus grand nombre de voitures, parce que n'oublions pas une chose, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Puis, le nombre de voitures augmente plus vite que la population. Puis, une autre chose qui est un petit peu décevante, c'est que les voitures, elles, grossissent tout le temps.
De là l'importance que je protège les piétons et les cyclistes qui sont les plus vulnérables. Fait que moi, je suis pas mal fière. Mais il y a encore du travail à faire là. Là-dessus, on est d'accord. Merci beaucoup, M. Bagnac, pour votre question. Je passerai maintenant la parole à M. Pavel Krupnov. Non, pardon, excusez-moi. C'est M. Richard Vien. Excusez-moi. Monsieur Vien, la parole est à vous. Allô? Allô? Ah. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Bon, je suis content que vous soyez à la mairie parce que vous avez des politiques vertes et je trouve ça important. Je pense que l'avenir passe par les villes, donc il faut que les villes soient vertes. Le transport en commun, je trouve ça important. Le vélo et les modes de déplacement alternatifs comme le covoiturage, les autos qu'on peut louer, et diminuer le parc automobile. Étant donné que vous faites de plus en plus de place au vélo, j'imagine qu'il va y avoir de moins en moins de place pour les autos. C'est quoi votre vision du transport en ville? Et des gens aussi qui partent de l'extérieur. Moi, j'habite la Chine. En passant, bravo pour le Médina à la Chine, je suis tellement content. Les gens qui partent de l'extérieur, comme de l'Ouest Island pour aller en ville, c'est quoi vos politiques là-dessus? Votre question est tellement pertinente parce que quand on parle de transport, il faut le voir comme un tout. Hein? Ce n'est pas juste un moyen de transport ici et là, indépendamment. Tout est connecté. Vous habitez à la Chine, donc vous le savez, j'imagine, je ne sais pas comment vous venez, mettons, au centre-ville ou venir travailler, mais en transport collectif, ce n'est pas évident en venant de la Chine. Alors moi, ce que j'espère, entre autres avec la ligne rose qui sera à la Chine, c'est de donner un moyen de transport rapide, efficace, accessible, pour que les gens disent « Hey, sais-tu quoi, à matin, moi, là, ou maintenant, je ne prends plus la voiture, je prends le tramway ou le train ou le REM ou différentes options. » C'est la même chose pour les pistes cyclables. Quand on a une piste cyclable directe, sécurisée, c'est ça le rêve hein, sur Saint-Denis, un axe de nord au sud sécurisé, où est-ce qu'on sait que les gens pourraient prendre le métro, mais ils vont peut-être décider de prendre le vélo. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que des gens qui sont sur leur vélo, c'est des gens de moins dans leur auto. Il ne faut pas les voir, je pense qu'on devrait les voir plus comme des alliés sur la route, qui, c'est pas qu'ils nous enlèvent de la place, mais plutôt, ils libèrent de la place sur la route. Et donc, pour les banlieues, c'est un peu le même principe. Je regarde d'un bon œil, par exemple, les projets de transport collectif à Longueuil ou encore à Laval. Par contre, la seule chose que je répète souvent, c'est que toute augmentation du transport collectif qui vient se rabattre sur notre colonne vertébrale, la ligne orange et la station Berry-UQAM, il ne faut pas minimiser les impacts et il faut absolument trouver des solutions parce que la dernière chose qu'on veut, c'est ramener du monde sur Berry-UQAM, puis rendu là, ben, on peut plus bouger. Alors, c'est un grand écosystème, mais selon moi, si on veut inciter des gens à délaisser leur voiture, il faut qu'il y ait du transport efficace. Puis ça passe par des investissements majeurs. Puis je pense que le REM, on commence à le voir sortir de terre, mais je pense qu'on ne réalise pas jusqu'à quel point ça va venir révolutionner, ça va vraiment venir changer la mobilité à Montréal. Fait que des projets comme ça, là, il en faut d'autres. Puis, il ne faut pas attendre 20 ans là, avant de faire une autre station de métro, par exemple. Merci beaucoup pour votre question. Merci, M. Vien. Donc, on passerait maintenant à M. Krupnov. Désolé, je vous avais passé avant M. Vien. Donc, M. Krupnov, la parole est à vous. Je pense que c'est par écrit. Ah, c'est par écrit. Oui, OK, pardon, excusez-moi. Je ne fais que des bêtises depuis tantôt. Donc, est-ce qu'il y aura un accès au fleuve Saint-Laurent? Maintenant, c'est le chemin de fer qui ne le permet pas. Alors, je pense que M. Krupnov définitivement habite, moi, je dirais, dans Saint-Jacques, Sainte-Marie, peut-être Hochelaga, Hochelaga, Maisonneuve, là, parce que, oui, c'est une question, on le sait, hein, dans ce coin-là, il y a un chemin de fer qui nous coupe complètement. Il y a le parc Belle-Rive, le parc au pied du courant, pardon, qui est notre accès le plus proche.
Évidemment, les chemins de fer ne nous appartiennent pas. Hein. C'est vraiment fédéral. Ils ont, comment dire, nous n'avons pas d'ascendant sur les compagnies ferroviaires. Il y a beaucoup de pourparlers. C'est des choses dont on parle depuis longtemps. Mais je veux que vous sachiez que pour nous, c'est notre volonté. Et pour vous donner un exemple de ce qu'on est prêt à faire pour redonner les berges, bien, je pense, entre autres, c'est loin, mais la marina de la Chine en est un exemple. Et plus près de nous, dans notre quartier, dans le faubourg Amélas, où il y a la Molson, bien, il va y avoir un grand développement. Mais on s'est assis avec les promoteurs, puis on leur a dit, voici nos conditions non négociables. Et l'accès au fleuve en était une. Pour moi, il était impensable que la Molson et le bord de l'eau ne soient pas pour tous les Montréalais, Montréalaises, entre autres pour continuer une piste cyclable riveraine. Alors, pour ça, il faut avoir une vision, celle de se réapproprier les berges, puis pour notre administration, et là, je parle aux responsables des parcs en plus, hein, plusieurs chapeaux. Plusieurs chapeaux. Mais à chaque occasion qu'on a, on veut reprendre nos droits. J'ai le goût de le dire, le droit des citoyens et citoyennes à avoir accès à l'eau. Absolument. Notre identité insulaire, oui, comme absolument. on dit bien souvent. Donc, merci beaucoup pour votre question, M. Kroupnov. Maintenant, ce serait une question de M. Marc-Philippe qui se demandait comment assurer l'accès aux toilettes publiques en hiver, ce qui serait très important en temps de crise sanitaire. Effectivement, on parlait tantôt des enjeux de crise sociale. Aussi, c'est des enjeux importants. Donc, une question très pertinente. Oui, tout à fait. On l'a vécu pendant la première vague de la COVID où tout est, hein, le confinement, tout est fermé. Et là, il y a des personnes en situation d'itinérance qui se retrouvent non seulement sans avoir rien à manger, mais sans aucun service de base, entre autres parce que les refuges pouvaient être pleins ou parfois, en respectant la distanciation, ne pouvaient plus donner les services habituels. Donc, on a installé beaucoup de toilettes temporaires, si je peux dire, sur le territoire de Ville-Marie. Ces toilettes-là ne restent pas l'hiver parce que ça ne fonctionne pas l'hiver, en gros, là. Mais il faut savoir, que les toilettes auto-nettoyantes, elles fonctionnent en tout temps. Il y en a une, celle qui, entre autres, au parc Émilie-Gamelin. Il y en a dans d'autres endroits également dans le centre-ville. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si étant donné que c'est beaucoup les personnes en situation d'itinérance qui utilisaient les toilettes publiques là, cet été, nous, ce qu'on veut surtout, c'est donner des espaces pour ces gens-là pour qu'ils puissent prendre une douche, dormir, être bien, être au chaud, se sentir accompagnés en sécurité, de pouvoir manger. Et c'est les mesures qu'on va vous présenter, sur lesquelles on a travaillé très fort. Là. Elles sont imminentes. On en avait déjà mis en place des mesures pour les personnes en situation d'itinérance, mais force est d'admettre que la précarité a augmenté et des gens qui peut-être ne se seraient jamais imaginés comme itinérants, bien, là, ils vivent un moment difficile. Alors, on va leur venir en aide. J'aimerais mentionner en terminant que c'est une compétence provinciale dans toute la lutte à l'itinérance, mais Montréal est un partenaire et on a bien l'intention de continuer à être complémentaires puis trouver des solutions efficace. Là. Encore une fois, notre agilité, notre connaissance du terrain, le fait qu'on ait une proximité avec nos partenaires, c'est essentiel. C'est essentiel et on les salue d'ailleurs, tous ces organismes qui travaillent de façon acharnée pour cette population. Une autre question posée par Orient Doré. La mairesse compte-t-elle appliquer les recommandations de la pétition Montréal pour la sauvegarde du français sur l'île d'Accent? Français sur l'île... Sur l'île d'Accent, c'est ce que j'ai... Je ne comprends pas la question. Mais d'après moi, votre préoccupation du français sur l'île d'Accent, c'est l'île d'Accent que je ne comprends pas. Mais ce que je comprends, c'est que vous voulez savoir si le français est une priorité. Puis qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on demeure une métropole francophone en Amérique du Nord? En gros, sachez que c'est très important pour nous. On a la chance justement d'avoir ce statut unique en Amérique du Nord. C'est une force. Ouais. On parle plusieurs langues, mais le français, c'est notre langue, la langue de l'île, la langue du Québec. Et donc, il faut à la fois en faire la promotion, mais il faut aussi trouver des façons de la sauvegarder. Donc, deux choses. On travaille avec le gouvernement du Québec depuis plusieurs mois déjà sur un plan d'action. On vient d'ailleurs de le présenter au gouvernement du Québec pour qu'ils viennent nous aider parce qu'encore une fois, c'est à la base une juridiction québécoise. Mais nous, on veut faire notre part puis on veut être sûr de
Encore une fois, on connaît bien le terrain, Oui. on est agile, donc on veut pouvoir on veut être complémentaire et être des alliés là-dedans. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce que j'allais vous dire sur cette question-là? J'ai oublié La mon nomination idée. de notre... Ah oui, c'est ça! Ben oui. Ben oui, c'est Oui. très important. Vous savez, j'ai décidé de nommer Mme Cathy Wong, qui est d'ailleurs conseillère de ville dans Peter McGill. Qu'on salue d'ailleurs, j'imagine que salue, nos tout à fait, conseillères sont là. Oui. Et Cathy porte le titre de responsable politique pour les dossiers de racisme et de discrimination systémique et promotion de la langue française. Et c'est la première fois qu'à la Ville de Montréal, une élue est nommée au comité exécutif avec ce portfolio qui est celui de la langue française, puis on en est très fiers. Alors, on va travailler avec le gouvernement du Québec. Moi, je ne vois que du positif. J'ai envie qu'on valorise le français à Montréal. J'ai envie aussi qu'on donne les outils nécessaires pour que les gens qui arrivent ici, parce que Montréal est une terre d'accueil, une terre d'immigration, qu'on leur donne les outils pour qu'ils puissent faire de langue française la leur. Puis il y a plein d'idées là-dessus. Alors, ça me fera plaisir de vous en jaser davantage à un autre moment. Avec le savoir-faire des Montréalais. Oui, On en c'est est clair. convaincus des Montréalaises. Donc, dernière question. Le temps passe très, très vite. Donc, une question qui nous a été envoyée par James Larivière. Comme citoyen de Ville-Marie, comment puis-je m'impliquer directement dans l'organisation de l'élection à venir? Oui, c'est un moment important. Oui, bien, mon Dieu, j'aime ça, cette question-là. Ben oui, moi aussi. Ben oui, tout à fait. Écoutez, M. Larivière, je serais curieuse de voir dans quel coin de Ville-Marie vous habitez. Mais sachez que nous, Projet Montréal, on est un parti de membres, hein, et c'est ce qui fait une de nos forces, c'est-à-dire qu'on a des assemblées, notre programme se fait entre autres avec les membres qui viennent de tous les quartiers à Montréal, justement pour être représentatifs de l'ensemble des Montréalais et Montréalaises. Alors, moi, je vous invite à aller sur le site Internet de Projet Montréal, tout simplement. Et puis, quelqu'un de l'équipe ici de la permanence va vous contacter parce que donc des membres, encore une fois, c'est notre richesse. On en est extrêmement fiers. Et puis, la prochaine campagne électorale, j'ai bien l'intention de la mener avec enthousiasme et avec une vision forte, parce que c'est une chose qu'on sait, c'est qu'à Projet Montréal, des idées, on en a pour améliorer le quotidien des Montréalais, Montréalaises, puis toujours essayer de trouver des façons qu'ils soient partie prenante de ces choix-là. Alors, je vous invite à vous joindre à nous via le site Internet. C'est inspirant. Des idées, on en a. On en a au-delà des bilans qu'on a derrière nous. Clair. Donc, écoutez, Mme la mairesse, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. J'ai l'occasion de le faire, j'ai ce privilège-là à quelques moments, mais j'espère que vous avez aussi eu un plaisir à entendre les réponses de Mme la mairesse. Je vous laisserai peut-être, nous excuser pour le petit problème technique, mais je vous laisserai le mot de la fin, Mme la mairesse, aux citoyens, aux résidents, résidentes de Ville-Marie. Bien, merci. Merci, Robert. D'ailleurs, je tiens à te remercier parce que on a une équipe vraiment dynamique dans Ville-Marie. Tu en fais partie et ça, je pense que c'est garant de l'avenir aussi de ce dévouement envers la population et les problématiques qui sont les leurs et qui sont les nôtres nécessairement. Mais je veux vous remercier, citoyens, citoyennes de Ville-Marie. Puis si vous avez aimé la soirée, invitez peut-être des gens que vous connaissez dans d'autres arrondissements à aller voir sur le site Internet parce que je vais me promener. En fait, moi, je ne bouge pas, mais je vais me promener dans votre salon, dans votre écran, pour parler de différents arrondissements avec leurs problématiques spécifiques et avoir vos idées. Alors, je vous invite à aller voir le site et vous inscrire. Et pour toutes celles et ceux qui nous ont écoutés ce soir, merci. Merci pour ceux qui ont posé des questions. C'est très inspirant. Alors, à bientôt. À bientôt. Merci, Robert. Merci.